Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 36 de Bleach Thousand Year Blood War, épisode 10 de la partie 3. Et cette fois on arrive enfin sur la conclusion du combat de Mayuri et Nemu face à Pernida, qui se sera donc déroulé sur 2 épisodes. Fallait au moins ça pour pouvoir faire honneur au manga. Mais avant d'en parler plus en détail, comme toujours, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne, et je vous invite bien sûr à claquer vos bankai sur le bouton like, ainsi qu'à vous abonner pour partager la passion de Bleach. Je sais bien qu'aujourd'hui l'onglet abonnement sert plus à grand chose, et si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous les verrez pop dans vos recommandations, mais si les 61% d'entre vous qui sont pas abonnés choisissaient de le faire, on pourrait atteindre les 100K en un rien de temps, et ça serait vraiment stylé pour une chaîne française entièrement dédiée à Bleach. Mais assez de blabla, parlons de cet épisode qui selon moi a largement fait honneur au manga avec cette seconde partie de combat qui se concentre bien plus sur la relation très particulière entre Nemu et Mayuri, alors que Pernida parvient sans mal à s'échapper de son bankai à l'aide de ses flèches Quincy. Et pour commencer, un truc que j'attendais beaucoup, c'était les différentes répliques de Pernida qui en évoluant se met à parler de manière bizarre, comme s'il copiait ceux avec qui ses nerfs ont interagi. C'est pour ça qu'après s'être évadé, il rigole comme un malade, en imitant Mayuri qui faisait la même chose juste avant et en animé c'est vraiment creepy. Puis une fois qu'il sort ses flèches, Pernida devient encore plus dangereux, puisqu'il peut y mêler ses nerfs et grandement augmenter la portée et la précision de son pouvoir. Mayuri est donc sauvé de justesse par Nemu qui se jette dans la bataille sans en avoir reçu l'ordre pour protéger son créateur. Et c'est là le tournant du combat car l'implication de la vice-capitaine permettra à la 12e de l'emporter. Mais le plus important ici c'est bien sûr le développement de la relation entre ces deux-là, qui nous permet de les voir sous un tout nouveau jour. On apprend ici les vraies origines de Nemu, ou plutôt Nemuri Nanago, qui est un être entièrement artificiel créé par Mayuri, après 6 essais qui n'ont pas abouti mais qui ont tout de même permis de grandement développer son savoir. D'ailleurs c'est en travaillant sur ce projet qu'il est parvenu à modifier son Zanpakuto et à devenir capitaine par exemple, ce qui montre encore une fois qu'il ne fait rien comme les autres. Le plus grand projet du scientifique se nomme en effet le projet Nemuri, qui signifie sommeil en français et qui consiste en fait en la création d'un être artificiel, complètement autonome et capable d'évoluer par lui-même. Pour Mayuri, il s'agirait d'un accomplissement si incroyable qu'on peut le voir comme un rêve, d'où le nom de projet Nemuri. Et comme le dit Akon, avec Nemu, Mayuri vit en quelque sorte un rêve éveillé, puisqu'il est parvenu à créer ce fameux être artificiel. Sauf que jusqu'à maintenant, elle n'agissait que selon les ordres de Mayuri, alors que dans ce combat, elle décide d'elle-même d'intervenir et met sa vie en jeu pour protéger son créateur, car elle considère que c'est là sa mission principale. Et tout ça en dit très long sur le personnage de Mayuri, dont l'objectif est de parvenir à créer la vie en somme, mais de manière entièrement artificielle. Pour faire simple, il veut créer par lui-même un être entièrement autonome qui grandit, qui apprend et qui évolue par lui-même au fil de ses expériences. Bien sûr, ça on peut le mettre en parallèle avec le personnage de Pernida, qui est lui aussi défini par sa capacité à évoluer au fil des combats. Mais le truc le plus notable selon moi, c'est le lien entre ce désir de créer la vie et le bankai de Mayuri. Parce que ça explique en partie l'apparence de bébé de son bankai basé sur les Jizo, mais aussi ses nouveaux pouvoirs qui lui permettent à chaque activation de donner naissance à une entité unique. Et si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui explorent ces sujets en détail, donc je vous recommande d'aller les voir car je me sens pas de tout répéter ici, ce serait trop long et trop redondant pour une review. On va donc se recentrer sur l'épisode avec ce plan incroyable où Mayuri et Nemu, après s'être soignés grâce au reconstituant physique, font face à Pernida qui se tient devant eux et qui dégage une aura à la fois sinistre et majestueuse. Je sais pas trop comment décrire ça, mais la façon dont c'était adapté ici m'a bien plu. D'ailleurs l'épisode était encore une fois très fidèle. Toutes les répliques du manga sont là et il y a même le moment où Nemu dit à Mayuri d'arrêter de gueuler. Vraiment ce passage il me fait trop rire. Le contraste entre elle qui est full sérieuse et Mayuri qui est ultra excitée de tester un nouveau produit sur Pernida me fait toujours marrer. Puis le fait de les voir se battre en équipe pour une fois c'est vraiment trop cool, et c'est aussi ça qui rend cet affrontement mémorable. Ça a plus rien à voir avec le combat contre Ryu où le capitaine se servait de Nemu comme un bouclier humain, et on constate bien à quel point il a changé dans le fond depuis l'Arc Soul Society. Là non seulement il accepte de combattre aux côtés de Nemu et reconnaît à demi-mot qu'elle est importante pour lui, mais en plus il soigne aussi ceux qui étaient transformés en zombies, sans compter Zaraki qui s'est quand même salement fait humilier dans l'histoire d'un certain point de vue. Mais pour revenir sur le combat, le fameux produit coagulant que Mayuri veut injecter à Pernida est censé le tuer sur le coup si tout se passe comme prévu. Et un truc qui m'a un peu déçu avec cette scène, c'est qu'on n'a pas eu droit à l'adaptation de la case où on voit les 3 Pernida bombarder Mayuri de flèches. Je trouve cette case vraiment stylée dans le manga et ça aurait pu donner des plans de caméra vraiment dynamiques ici, mais j'imagine que les 3 Pernida en même temps, c'était trop chaud à animer, genre ça aurait coûté trop cher. Du coup là on voit les flèches mais on voit pas vraiment Pernida et ça le rend un peu moins impressionnant je trouve. C'est un peu dommage. Enfin bon, après ça, on le voit réagir par lui-même en s'arrachant un doigt pour éviter que le sérum ne se propage. Et de toute façon, même les bras touchés parviennent à se régénérer en copiant le pouvoir du bankai de Mayuri. Donc on comprend vite que ça va vraiment être chaud et plus le combat s'éternise, plus Pernida devient imprévisible et donc dangereux. Sauf qu'il est pas seul à évoluer. Et alors qu'elle semblait à la merci de la main gauche du roi, Nemu révèle alors toute sa puissance et lui explose la gueule en lui fonçant dessus comme aurait pu le faire un Zaraki déchaîné. Un moment qui m'avait vraiment surpris en lisant ça à l'époque de la prépublication du manga. En plus c'est marrant car juste avant, Pernida se met à parler comme Zaraki en se moquant de la tentative de Mayuri. Et le capitaine de la 12e commence même à paniquer en se disant que si les nerfs de Pernida ont atteint le niveau de Zaraki, ça va vraiment être tendu. Mais je dois admettre que dans l'anime, cette première offensive de Nemu manquait un peu d'impact je trouve. Et même si au fond c'est exactement comme dans le manga, je m'attendais à un peu plus de mise en scène pour ce moment précis.
Là, la main se fait pulvériser en un éclair et l'enchaînement est trop rapide à mon goût. Genre, il y avait moyen de faire un truc un peu plus mémorable ici, à mon avis. Par contre, en ce qui concerne la fin du combat, là, c'était presque parfait et encore plus triste que dans le manga. Pour commencer, le Gikkon Jurinju, qui est la technique spéciale de Nemu, était ultra bien adapté. Là-dessus, visuellement, j'ai rien à redire, c'était super beau. Et si jamais certains ont pas capté d'où Nemu sort cette puissance, déjà dans un premier temps, elle peut temporairement repousser les limites de son corps, ce qui lui permet de développer une puissance physique monstrueuse. Rien qu'avec ça, certains la considèrent déjà comme une des vice-capitaines les plus puissantes au combat. Un truc qui est très dur à juger en réalité avec un combat aussi court, surtout que Pernida est un ennemi particulier. Mais en dehors de cette capacité à overclocker son corps pour faire simple, elle peut aussi fragmenter sa propre âme pour bombarder l'ennemi. Donc voilà en quoi consiste sa technique du Gikkon Jurinju, qui en français signifie fusil circulaire lourd de lame artificielle. Et comme vous l'avez vu, c'est assez pour encore une fois exploser Pernida. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a littéralement aucune musique à ce moment. Je trouve ça vraiment bizarre, genre c'était clairement l'occasion de mettre un banger là. Et on va en reparler de la musique, car malgré le Gikkon Jurinju, Pernida se régénère encore et cette fois Nemu est vraiment à sa merci, sans aucun moyen de se protéger. C'était donc l'occasion de nous balancer une OST triste et magistrale à l'ancienne, typique de Bleach. Et ils l'ont fait avec Here to Stay. Sauf qu'ils ont rajouté des paroles, et bon, pour le coup ça va, c'était pas mal. En plus c'est la chanteuse de Number One derrière. Mais généralement je suis pas trop fan des remixes avec des paroles ajoutées. Après là comme j'ai dit, ça passait plutôt pas mal. Ça m'a pas sorti du truc, et la mort de Nemu était vraiment sublimée par rapport au manga. Même si pour moi c'était dur à regarder. Le moment où son corps se met à grossir avant d'exploser par exemple, ça c'est pas dans l'œuvre originale et pour le coup ces petits détails rendent sa mort encore plus horrible. En plus on a aussi des petites images rajoutées dans le flashback de Nemu où on la voit dormir avec un doudou et faire des trucs d'enfant innocent. Ça dans le manga on le voit vite fait mais avec l'animé c'est bien plus impactant et ça ajoute encore plus de tristesse à la scène de sa mort. Ils ont vraiment rendu ce moment encore plus sale que dans le manga, et malgré mes petits chipotages par rapport à la musique, globalement cette fin de combat a été très bien traitée, donc je suis absolument pas déçu et je suis même soulagé quelque part. Car j'avais vraiment peur qu'ils traitent ce fight un peu par-dessus la jambe, malgré l'amour de Kubo pour le personnage de Mayuri. Genre le passage avec Zayel, je me disais aussi bien ils vont l'enlever, et ça va rendre le moment où Mayuri désespère beaucoup moins impactant. Mais finalement il est bien là, et c'était même plutôt bien foutu. Même s'il y a un moment un peu bizarre où tu vois que les cheveux de Zayel pendant plusieurs secondes, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait en termes de couleur pendant ce passage, pour bien spécifier que ça se passe dans la tête de Mayuri. Comme je disais, ce moment est très important puisqu'il nous fait comprendre que l'espace d'un instant, Mayuri a cru sa création parfaite. Un peu comme s'il trahissait ses valeurs alors qu'il avait pourtant fait la leçon à la rancard par rapport à ça. Pour lui, la perfection est ce qu'il y a de pire, car ça signifierait qu'il n'y a plus aucune place pour l'évolution et la recherche. Et grâce à cette hallucination, il est en mesure de se ressaisir, parce que bon, faut quand même pas laisser la mort de Nemu impunie. Après, j'ai envie de dire que malheureusement pour lui, Pernida se condamne un peu tout seul en tentant de bouffer les restes de Nemu, ce qui vraiment me dégoûte au plus haut point, et encore une fois, l'animé rend ça encore plus dégueulasse. Mais je peux comprendre qu'on trouve sa défaite un peu facile entre guillemets, et peut-être que sans avoir lu le manga, certains ont pas tout capté. Mais pour faire simple, le corps artificiel de Nemu contient un organe spécial de division cellulaire, qui lui permet d'améliorer sa croissance de façon fulgurante. Mais ingérer cet organe sans le cerveau de Nemu avec est synonyme de mort certaine, car tout seul il devient néfaste pour l'organisme et cause une croissance démesurée qui va tout simplement autodétruire Pernida de l'intérieur, mettant un terme définitif au combat. C'est pour ça que Mayuri récupère vite le cerveau de Nemu, car ça lui assure de tuer son adversaire, mais ça peut sonner un peu simple comme conclusion. Genre comme par hasard, le cerveau de Nemu finit intact et bien visible en face de Mayuri, qui n'a plus qu'à le récupérer pour sceller l'issue du combat. Alors qu'à la base, c'était pas du tout une option qu'il avait envisagée. Genre il s'est pas dit je vais envoyer Nemu à l'abattoir pour qu'il la bouffe et ensuite je récupère son cerveau. C'est plutôt un concours de circonstances malheureuses qui ont mené à cette issue, mais malgré tout pour moi le message dans tout ça est simple. La science l'emporte sur le divin, et tout le savoir accumulé par Mayuri jusque-là lui a permis de triompher face à l'un des ennemis les plus dangereux de l'univers de Bleach, directement issu du roi des esprits en personne. Et bien évidemment, pour clore tout ça, on a bien sûr la scène des remerciements, avec non seulement Itsugaya, mais aussi Yumichika et Madarame qui font part de leur gratitude envers Mayuri. Et ça, c'est loin d'être anodin. Pour moi, c'est clairement le passage qui propulse Mayuri au rang de MVP durant cet arc, en plus de parfaitement symboliser son évolution et tout ce qu'il a accompli jusqu'ici dans le but de défendre le Seireitei. Mais bon, lui, il s'en fout un peu, tout ce qui l'intéresse, c'est le fait qu'il ait enfin atteint son but avec l'évolution de Nemu. Puis je parle même pas des nouvelles perspectives qui s'offrent à lui, car la mort de Nemu n'est évidemment pas synonyme de fin pour le projet Nemuri, et avec son évolution, il a gagné des données cruciales qui vont encore lui permettre de repousser ses limites en tant que scientifique, et conforter encore plus sa place de GOAT du Gotei 13. Enfin bref, c'était super cool et je suis très content du résultat de ce combat globalement. D'ailleurs, je vous conseille de vous refaire les 2 épisodes d'une seule traite si vous l'avez pas déjà fait, pour vraiment avoir l'expérience du manga sans le combat de Kyoraku au milieu. Mais maintenant, il va falloir parler de la fin de l'épisode, vu qu'on a une scène 100% inédite qui promet des rajouts surprenants. Par contre, à partir de là, on va spoiler, donc si vous avez pas lu le manga, vous savez que c'est le moment de quitter la vidéo si vous voulez pas vous gâcher la surprise. Mais oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like avant de partir. Quoi qu'il en soit, en plus de voir Basby confronter Yugram dans une scène légèrement différente du manga, mais qui dans le fond change rien, on a aussi les Bambi Girls qui sont à l'honneur, puisque Lil Toto et les autres font face à une horde de soldats Quincy, qui visiblement ont été grandement boostés par la nouvelle puissance sans limite de Yua, et ça je m'y attendais pas du tout.
Dans le manga, Lil Toto et Giselle font bel et bien face à Yua de leur côté, mais c'est pas du tout montré. On voit juste l'issue de cette confrontation avec la défaite logique des deux Sternritter. Là, non seulement on a un début de combat qui s'engage avec des personnages jamais vus, même si ça reste des sbires Quincy, mais en plus on a le reste du groupe des Bambi Girls qui rejoignent la partie, alors que dans le manga on les revoit pas. D'ailleurs, Candice et Meninas sont censés se faire capturer par la 12ème division. Et ça c'est un truc qu'on apprend dans les romans, mais encore une fois, avec ce qu'on voit ici, pas sûr que cet élément soit pris en compte. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, mais on peut déjà garantir des rajouts côté Quincy. Et j'espère que ce sera pas juste un combat de sbires, mais qu'il y aura aussi du lourd par rapport au flashback. Parce que franchement, voir Giselle et compagnie se battre, c'est pas ce qui me hype le plus en termes de rajouts. Et elles ont déjà eu droit à pas mal de trucs. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais si on en croit le programme de Disney+, il semblerait que cette partie comporte 14 épisodes au lieu de 13, vu que sur leur programmation, ils parlent des épisodes finaux pour le 28 décembre. Après, peut-être que je m'excite pour rien et qu'on aura une semaine sans épisodes pour que ça fasse le compte, mais bon, en vrai, ça paraîtrait étonnant. Et je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus, car il y avait déjà des rumeurs comme quoi on aurait 14 épisodes pour la partie 3. Si c'est le cas, il en resterait donc encore 4, ce qui perturbe encore les prédictions que j'avais pour la fin de cette partie. Genre à ce stade, je sais pas du tout comment ça va se passer et je suis beaucoup trop hype. D'ailleurs, le titre de l'épisode suivant n'est pas en référence directe au titre des chapitres du manga. Mais bon, à mon avis, c'est juste parce qu'ils voulaient pas utiliser le terme suicide dans les titres. Et vu que les chapitres du combat de Kyoraku ont quasiment tous pour titre suicide au théâtre, j'imagine qu'ils ont préféré modifier le truc. Du coup, ouais, la semaine prochaine, ce sera très certainement la conclusion du combat de Kyoraku, et j'imagine qu'ensuite ça va partir sur 2 voire 3 épisodes centrés sur les Quincy. Mais on verra bien, et d'ici là, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Comme toujours, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet épisode et aussi vos prédictions pour la suite, parce que ça s'annonce incroyable, mais en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.